Alors, moi j'étais très heureux de vous accueillir à l'école, de vous inviter à l'école, parce que votre carrière est, il me semble, un exemple de professionnalisme. Alors, notamment pour le fonctionnaire que je suis et que vous avez été. Vous avez su trouver des solutions, en fait, réaliser votre travail. Mais au-delà, vous avez su remettre en cause le système. C'est ce qui peut-être aussi justifie le titre de votre dernier ouvrage, je vous en parlerai. Vous avez su remettre en cause le système pour faire progresser notre société, et quelquefois au détriment de votre carrière, aussi en vous exposant. Et je crois que c'est aussi ce que l'on attend des jeunes générations. S'interroger sur nos pratiques, sur nos modèles, mais aussi nous bousculer. Il y a un certain nombre de faits qui se sont passés dans des écoles parisiennes prestigieuses ces derniers jours, ces dernières semaines, qui résonnent particulièrement. Et je pense que la communauté étudiante, elle est aussi à même de contribuer à nous faire progresser, et peut-être en nous bousculant un peu fortement. Alors je vais m'arrêter, parce que je ne veux pas être trop long, et je sais que ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter aujourd'hui. Je suis, je le répète, impressionné et fier. J'aimerais pouvoir prendre une photo avec vous tout à l'heure pour pouvoir la montrer à ma maman quand même. À la maman, on le fera tout à l'heure. Donc je vous remercie vivement de votre présence aujourd'hui. Et d'avance, merci pour votre témoignage auprès des jeunes et puis auprès des moins jeunes également, puisque je constate qu'un certain nombre de collègues des labos sont venus. Merci. Merci. Bien, bien. Donc, Régis ayant pratiquement tout dit, je vais être extrêmement rapide. Moi, je suis Michel Juel, j'appartiens à l'association des alumni, au bureau des alumni, et comme l'a dit Régis, nous allons essayer, disons, de participer d'une façon un peu plus importante à la vie de l'école, sous différentes formes, mais notamment en essayant d'organiser, comme on l'a fait aujourd'hui, des conférences avec un invité qui n'a pas forcément de rapport avec le monde de la chimie, mais qui peut vous apporter beaucoup de choses. Et puis on aura certainement d'autres actions, on est en train d'en discuter avec l'école et on reviendra vers vous très bientôt. Concernant donc la conférence d'aujourd'hui, je tiens bien évidemment à remercier M. Van Ruynebeck et également le personnel technique et enseignant de l'école qui s'est chargé d'organiser cette réunion, et plus particulièrement Stéphanie et Anne-Cécile, qui se sont vraiment très impliqués dans l'organisation de cette conférence. Concernant M. Van Ruynebeck, Régis en a déjà dit pas mal de choses. C'est, je crois, ce qu'on appelle un magistrat du siège, qu'on oppose, enfin, oui, on peut dire qu'on oppose avec les magistrats du parquet. M. Van Ruynebeck vous expliquera peut-être la différence entre les deux. Mais grosso modo, on peut dire que les magistrats du siège n'ont pas de lien hiérarchique ni de dépendance vis-à-vis du gouvernement. Et quelqu'un comme M. Van Ruynebeck a choisi ce type de magistrature, certainement aussi en liaison avec son esprit d'indépendance. Il était beaucoup plus à l'aise dans ce type de travail. Son parcours s'est fait essentiellement comme juge d'instruction, c'est-à-dire qu'il a instruit un certain nombre d'affaires. Donc ça veut dire mener l'enquête, monter un dossier et ensuite transmettre le dossier pour qu'un jugement puisse être fait. Essentiellement, il a travaillé donc à Caen, à Rennes, fin de carrière, je pense, au pôle financier de Paris. Et beaucoup d'affaires à caractère financier ont été instruites par M. Van Ruynebeck. On a parlé d'Urba, qui a fortement choqué la maman de Régis, le Parti socialiste, mais il a aussi enquêté sur les frégates de Taïwan, sur l'affaire Clearstream, où là c'était plutôt des parties, disons, de l'autre bord qui étaient impliquées.
L'affaire Kerviel, c'est qu'un trader de la Société Générale, la Société Générale l'a accusé de leur avoir fait perdre plusieurs milliards d'euros. Et plus récemment, je crois que vous avez travaillé sur l'affaire Cahuzac. Et donc c'est essentiellement des affaires financières, mais aussi des affaires non financières, comme une affaire qui s'est passée dans la région de Rennes, qui concernait le meurtre d'une jeune Anglaise, Caroline Dickinson. Vous êtes intervenu aussi à ce niveau-là. Mais je crois que votre toute première affaire, c'était sur le suicide dans 0,5 cm3 d'eau d'un ministre. Une affaire un peu curieuse. Voilà le parcours résumé rapidement. Vous êtes des étudiants consciencieux, donc je suis persuadé que pour préparer cette conférence, vous avez déjà regardé un petit peu la biographie et la vie de M. Van Riebeeck. Et je ne saurais que, si vous voulez approfondir après la conférence, n'hésitez pas non plus à acheter un livre qu'il a écrit, je crois qu'il s'appelle Mémoire d'un juge trop indépendant. Rassurez-vous, je ne touche ni commission, ni rétrocommission, ni sur la promotion de ce livre. Voilà, je vous remercie encore une fois, et puis je vous cède la parole. Bonsoir à tous. Ça marche pas? Ah, bonsoir. Oui, pardon. C'est l'âge. Vous savez, avec l'âge, on devient à moitié sourd. D'autant que vous êtes mis assez loin. On voit que vous êtes des bons élèves, parce que les cancres, ils se mettent au premier rang en général. Il faut... Oui, vous m'entendez? Oui. Dès que je parle de cancre, on n'entend plus rien. On est d'accord. Merci de votre invitation. Alors, il y a beaucoup de sujets. Je suis ouvert à toutes les questions que vous pouvez vous poser, que ce soit par rapport au dossier que j'ai traité, dans la mesure où je peux en parler évidemment, ou des problématiques que j'ai rencontrées. Alors, je retiens, monsieur le directeur, dans ce que vous avez dit, et là je m'adresse à une jeune génération, vous avez employé le mot « bousculer ». Bousculer. J'ai bousculé certainement un certain nombre de gens, ça c'est indéniable, mais je dirais que j'ai pu le faire en étant en même temps dans un système que je rejetais, mais auquel j'adhérais en même temps. Vous voyez, déjà les contradictions qui peuvent m'animer, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de tout casser, évidemment, parce que la justice, comme ce que vous défendez, la chimie, je pense à l'environnement, etc., c'est un rôle très important pour la santé. C'est un rôle de santé publique, donc on est toujours dans cette notion de service public qui est importante. L'environnement, n'en parlons pas. Moi, j'ai eu le même problème dans la justice, c'est-à-dire que vous adhérez à des valeurs, vous avez des idéaux, vous êtes jeune, c'est normal. Et je crois d'ailleurs que la nouvelle génération a des idéaux certainement plus avancés que ceux de ma génération, en ce sens que vous êtes plus ouverts sur le monde. D'abord, vous avez voyagé, vous écoutez des nouvelles, etc. Vous avez une vision plus mondialisée des choses, qu'on n'avait pas à notre époque. Et je pense que ces idéaux, vous les avez. La chimie, l'environnement, etc. Alors, bousculer. Vous allez travailler, j'imagine, peut-être dans des labos de recherche, dans des entreprises publiques ou privées. À chaque fois, vous aurez quelque chose à défendre qui correspond à ce que vous pensez profondément. Alors, bousculer, ça veut dire, oui, je suis fidèle à cela, je suis fidèle aux missions qu'on va me donner, mais on est dans un monde qui bouge et il va falloir le bousculer, le faire bouger. Et je crois que vous serez nécessairement confronté à cela dans un monde qui aujourd'hui vire à 180 degrés du jour au lendemain et qui est très instable.
Alors, en ce qui me concerne, j'ai eu un peu ce problème, c'est-à-dire d'adhésion et de rejet en même temps avec la justice. Comme vous, j'ai passé un examen un jour et j'ai été nommé juge d'instruction. Et je suis arrivé à une époque, et je vais en arriver à votre maman, je vais essayer de me réconcilier a posteriori avec elle, je ne suis pas sûr d'y arriver. Mais bon, à l'époque, quand j'ai commencé dans la magistrature en 79, les juges ne traitaient pas les affaires financières. Pour faire simple, ils traitaient les affaires du tout venant, mais la délinquance dite en col blanc, on ne s'y intéressait pas, surtout quand il y avait des enjeux politiques. Il y avait donc, dans cette situation qui durait depuis Napoléon, puisque vous savez que nos institutions, elles datent de Napoléon, le juge d'instruction que vous avez évoqué tout à l'heure, et que j'ai été, la plupart du temps, je n'ai pas fait que cela, mais c'est ce qui m'a le plus marqué en tout cas, le juge d'instruction, c'est une création napoléonienne. Donc, on est dans l'institutionnel, et vous imaginez bien qu'à l'époque de Napoléon, on ne crée pas des juges d'instruction pour qu'ils aillent poser des questions à l'empereur. Ce n'est pas vraiment sa philosophie. On adhère ou pas à ce qu'il a fait. On peut constater une chose, c'est que ce n'est pas un grand démocrate. Et la justice en a toujours pâti quelque part, c'est-à-dire que si on traverse même la Troisième République, la Quatrième République, il y a eu des scandales qui ont été systématiquement étouffés par la justice. Aujourd'hui, on est dans une situation où on n'étouffe plus les scandales. Prenez l'exemple, vous avez évoqué l'affaire Cahuzac, effectivement, que j'ai traitée il y a une dizaine d'années avec un collègue. C'est une affaire qui concerne un ministre qui est dans l'exercice de ses fonctions, il est ministre du budget, et c'est la presse qui sort un dossier le concernant, Mediapart. Alors Mediapart, on aime ou on n'aime pas, c'est le grain de sable, et qui dit que le ministre a un compte à l'étranger, non déclaré, sur lequel il a à peu près 500 000 €. On parle à l'époque d'un compte en Suisse. Le ministre interpellé va dire non, c'est pas vrai. Son collègue ministre de l'économie va demander à l'administration des finances de questionner son homologue suisse pour savoir si oui ou non il a eu un compte. Réponse non. Là, on voit déjà la faiblesse des investigations qui peuvent être menées à l'étranger, a fortiori par un service fiscal qui n'a pas les pouvoirs de l'institution judiciaire. Bref, il nie, Mediapart persiste, et le procureur de Paris fait un début d'enquête et va très vite, sous la pression médiatique, être obligé d'ouvrir une information. Alors, je vous parle de procureur information, ça veut dire quoi? Le procureur de la République en France, les procureurs, il y en a à Rennes, il y en a dans tous les départements, dans tous les tribunaux. Le procureur, il exerce ce qu'on appelle l'action publique. C'est-à-dire que dès qu'il y a une infraction commise, les policiers et les gendarmes lui en réfèrent. C'est lui le patron, c'est lui qui décide si on donne suite ou pas à une affaire. Il contrôle toutes les enquêtes, 100% des enquêtes. Donc c'est un personnage clé. Et justement, son statut est un petit peu bâtard, car vous l'avez dit tout à l'heure, moi j'étais pas procureur, j'étais juge d'instruction. Donc j'ai toujours bénéficié, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cette profession et ce métier, d'une indépendance totale. Le procureur, non, il n'a pas la même indépendance, car le procureur,
comme il exerce, les procureurs, l'action publique sur l'ensemble du territoire, il a un cordon avec le garde des Sceaux, puisque vous savez que les juges, comme les procureurs d'ailleurs, ne sont pas élus, donc ils n'ont pas de légitimité, en dehors du fait d'avoir passé un jour un concours, alors que le garde des Sceaux a la légitimité des urnes, puisqu'il fait partie d'un gouvernement responsable devant des députés élus au suffrage universel. Donc, ce qu'on appelle la politique pénale. Est-ce qu'on poursuit les petits trafiquants de drogue, l'usager de drogue? Est-ce qu'on poursuit celui qui roule à 100 alors qu'il n'a le droit de rouler qu'à 90? Vous doutez bien qu'on ne va pas tout poursuivre, donc il y a ce qu'on appelle une politique pénale qui est définie par le garde des Sceaux et appliquée par les procureurs. Bon, à partir de ce moment-là, vous comprenez bien que les procureurs, ils sont nommés par le garde des Sceaux, donc ils n'ont pas de statut leur garantissant l'indépendance. Et pourtant, la loi a évolué en France parce que c'est insupportable. Dans les affaires financières, c'était devenu insupportable. Surtout à une époque, j'ai connu l'époque où les affaires étaient étouffées. Il a fallu se battre, justement, bousculer un peu les choses pour casser ce système d'étouffement qui était juste insupportable et qui ne correspondait pas à l'idée que je pouvais me faire de l'égalité de tous devant la loi et qui est fondamentale pour les citoyens. Vous ne supportez pas que quelqu'un ne soit pas poursuivi alors qu'il a commis la même chose que vous et que vous l'êtes. Donc, il y a eu tout ce mouvement d'indépendance progressive. Alors, je reviens à l'affaire Cahuzac. Donc, le procureur, il lit la presse. Alors, vous allez me dire, ça aussi c'est un sujet, quels sont les rapports entre les justices et la presse? Alors, en général, on accuse la justice de faire fuiter dans la presse. Là, c'est exactement le contraire. C'est que l'affaire, elle démarre dans la presse. Et c'est la justice qui, derrière, va se saisir de l'affaire. C'est exactement la même chose dans l'affaire Fillon. Rappelez-vous. Et en plus, l'affaire Fillon, elle éclate en pleine campagne électorale et elle vise le favori des élections. Et cette affaire, alors je parle l'affaire médiatique en tout cas, lui a probablement coûté, en tout cas ça lui a enlevé une bonne chance d'être élu. Après, il y a eu l'affaire judiciaire. Dans ces deux cas de figure, vous pouvez constater que non seulement on n'étouffe pas, mais la justice va très vite prendre le relais de la presse. Alors à une époque, les politiques parlaient du gouvernement des juges, maintenant ils parlent de collusion entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir médiatique, entre les juges et les journalistes. En réalité, c'est inverser le problème, c'est-à-dire que si... J'étais par exemple, je vais vous dire, je suis allé en Bosnie il y a quelque temps, pour essayer de former les procureurs à la matière financière. Et je me souviens que le premier jour où je vais là-bas, j'ai rencontré un responsable de Transparency. Vous connaissez Transparency International, c'est une association reconnue anticorruption. Et ce que me dit le responsable de Transparency, il dit voilà, il y a des scandales qui sont sortis dans la presse, la justice n'a rien fait. Donc, on étouffe les affaires. Donc, vous voyez la nécessité qu'aujourd'hui, la justice ne peut rien, ne peut pas faire comme si la presse n'existait pas. Et donc, vous voyez que dans deux affaires politiques, comme celle de Cahuzac ou celle de François Fillon, la justice a embrayé très vite, trop vite selon certains. Alors, la justice, on l'accuse toujours d'être trop lente, et quand elle va vite, on l'accuse d'aller... C'est pas normal, elle va trop vite. Bon, de toute façon, elle s'en prend pour son grade. À chaque fois, c'est la faute des juges. Alors, votre maman, ce jour-là, j'avais... Alors, vous imaginez... Vous allez voir le fossé, le changement qu'il y a eu. Nous sommes en janvier 1992. Il y a à l'époque, alors deux mots sur cette affaire de financement. Il y a au départ un juge d'instruction qui s'appelle Thierry Jean-Pierre, je ne sais pas si ça vous parle. Et Thierry Jean-Pierre
enquête sur un accident du travail au Mans. Il faut que je parle plus près. Peut-être mettez-le collé comme ça, c'est mieux. On a besoin de recharger certaines batteries. Ah oui, il n'est pas très... Est-ce qu'on a des piles? Piles. D'accord. Vous laissez. Ça marche mieux. Ça marche mieux. D'accord. Vous m'entendez? Voilà. Donc, j'ai expliqué cette affaire Urba. C'est une affaire qui a été, au départ, tuée dans l'œuf, étouffée. À l'époque, il faut savoir que les partis politiques n'avaient pas de financement public. Ils n'avaient pas de financement public. Vous savez qu'aujourd'hui, les campagnes électorales, elles sont payées par vous et moi. Ou vos parents pour ceux qui sont trop jeunes. Voilà, par l'impôt. À condition de faire un certain pourcentage. Vous avez remarqué que ceux qui ne font pas 5%, là, ils sont de leur poche. Hein, c'est-à-dire qu'ils font des avances, mais ils ont un compte de campagne et ils sont tenus personnellement. Donc, cette prise en charge publique, elle n'a été faite qu'en 1990, et c'est toujours pareil, suite à des affaires judiciaires. Pourquoi? Mais comme il n'y avait pas de financement public, les partis politiques dont les dépenses avaient explosé, parce que jadis, faire une campagne, c'était pas compliqué. Vous sortiez, vous faisiez quelques meetings. Bon, il n'y avait pas la sono, il n'y avait pas tout ça, ça coûtait pas grand-chose. Mais avec les affiches en couleur, avec tout ça, avec les moyens modernes, ça coûte évidemment beaucoup plus cher. Et les cotisations, la cotisation que versait votre maman au Parti socialiste, elle ne suffisait pas à financer la campagne de François Mitterrand, par exemple. Hein. Voilà, il y avait un fossé. Alors comment il faisait? Il prélevait sur les marchés publics. Bah oui, c'est facile. Vous êtes une entreprise, alors à l'époque on parlait de la Société Générale des Eaux, de la Lyonnaise des Eaux, aujourd'hui on parlerait de Vinci, etc. Des entreprises des BTP, c'est-à-dire ce sont des entreprises qui avaient affaire aux collectivités locales. Et puis il y avait des petits bureaux d'études, style Urba, qui étaient créés. Alors Urba, ils allaient voir les entreprises candidates au marché public. Alors Urba était marqué à gauche, donc il démarchait les entreprises candidates à des marchés publics auprès de villes de gauche, les villes socialistes. Les communistes avaient aussi leur propre bureau d'études qui s'appelait GIFCO. Alors Urba, il demandait aux chefs d'entreprise un pourcentage. 3 ou 5% sur le marché. Alors, il disait qu'il ne faisait pas de trafic d'influence, qu'il n'y avait pas de corruption, qu'il n'y avait pas de tout ça. Mais l'entreprise qui payait, elle avait le marché. Celle qui ne payait pas, elle n'avait pas le marché. Ah, comme c'est drôle. Et c'était systématique. C'est-à-dire qu'il y avait un quadrillage. Alors, on appelle ça, nous, alors, on nous a qualifié de gouvernement des juges, mais pour nous, parce que Urba donc, reversait les 2/3 de ses recettes au Parti socialiste. Elle gardait 1/3 sur les 5% de commission que versaient les entreprises qui obtenaient les marchés, 30% pour Urba, 1/3 pour leur propre financement, pour payer leur bureau, leur cadre, etc. C'est une petite structure.
30% pour le PS local ou départemental et 30% pour le trésorier national. Nous y voilà. Le trésorier national, lui, il finance les campagnes, il finance tout cela. Et comme je disais tout à l'heure, la cotisation de votre maman, bon, il ne disait pas non, mais c'était largement insuffisant. Cette affaire Urbain, les juges, le juge qui va s'y intéresser le premier, c'est pas moi, c'est le juge Thierry Jean-Pierre. Thierry Jean-Pierre, il instruit au départ sur une affaire d'accident de travail dans la Sarthe, au Mans, pas loin d'ici. Et il recueille des auditions selon lesquelles, oui, ben, l'entreprise n'a pas pu prendre toutes les mesures de sécurité adéquates parce qu'elle n'avait pas la trésorerie nécessaire, ni les recettes nécessaires. Alors ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais elle n'a pas pu, elle n'avait pas la trésorerie parce qu'il a fallu qu'elle paye des bureaux d'études comme Urbain. Et le parquet du Mans accepte de saisir le juge de ce financement politique. Alors là, vous allez voir le changement d'époque. Aujourd'hui, vous avez tous en mémoire la perquisition à la France insoumise. Oui. Alors, je dirais que la critique est aisée. J'ai rarement entendu un homme politique ou un parti politique se féliciter de l'action de la justice dès lors qu'il était dans le collimateur. J'ai rarement vu une position de neutralité. Par contre, l'agressivité, oui. Et ça n'a pas changé. Je l'ai connu, mais cette perquisition qui a été extrêmement médiatisée, c'est une parmi d'autres. Je veux dire qu'aujourd'hui, tous les partis politiques ont été perquisitionnés. À l'époque, ils ne l'avaient jamais été, et Thierry Jean-Pierre va décider, tenez-vous bien, de perquisitionner le bureau d'études. Il ne perquisitionne pas le parti, il perquisitionne le siège d'Urbain à Paris. Non, oui, sauf que les policiers, d'après ce que j'ai compris, les policiers refusent de l'assister. Lorsqu'il va sur place toller, le garde des Sceaux, alors le garde des Sceaux à l'époque, on est à l'époque François Mitterrand, alors, il y a des mauvais esprits comme le mien. Ah, c'est drôle parce que le garde des Sceaux, c'est l'ancien trésorier de la campagne de M. Mitterrand. Je suis désolé pour votre maman, je ne l'ai pas inventé. Hein, bon. Et alors, il a comme adjoint, alors, je ne sais pas si c'est un ministre délégué ou un secrétaire d'État, je crois que c'est un ministre délégué, Georges Kechbal. Georges Kechbal, vous connaissez, il vient de sortir un livre, c'est un avocat reconnu. Bah, moi, je suis jeune à côté de lui. Hein, bon. Et Georges Kechbal prend la parole le jour même. Il est garde des Sceaux délégué et il dit c'est un cambriolage judiciaire. C'est-à-dire que ce n'est pas Urbain qui fait du trafic d'influence, c'est le juge qui commet un cambriolage en osant faire une perquisition au siège d'Urbain. Et mieux que cela, le jour même, et je crois qu'on est un dimanche. Alors, il y a des juges qui travaillent le dimanche, oui, mais pas tout. Là, à ce niveau-là, c'est plus rare. Mais c'est arrivé ce jour-là, c'est-à-dire que le procureur du Mans va demander le jour même à la présidente du tribunal du Mans, qui est un magistrat indépendant, le dessaisissement immédiat du juge. C'est ahurissant. Et elle va le faire, le jour même. Donc, il a osé perquisitionner le siège du bureau d'études, qui était très proche du PS, évidemment. Le PS est au pouvoir, le ministre de l'Intérieur est socialiste, le garde des Sceaux aussi, le Premier ministre, le président de la République.
Et bien voilà un pouvoir qui dessaisit, avec l'aval de la hiérarchie judiciaire, Jean-Pierre. Alors, bousculer, oui. Bousculer, oui. Parce qu'il a fallu rentrer dans l'art. Voilà. Alors, ce dossier, il va être dessaisi, il va connaître des péripéties. Et puis, à un moment donné, il y a un autre juge qui va être désigné, au Mans. Et à un moment donné, il va se rendre compte qu'il y a un maire adjoint qui est en cause. Et à l'époque, on ne laissait pas au juge d'instruction le pouvoir d'instruire les dossiers dans lesquels un simple maire adjoint était en cause. On considérait qu'il n'en avait pas les compétences. Et on considérait que dans ce cas-là, il fallait donner le dossier à une cour d'appel. Ce qu'on appelle la chambre d'instruction, je ne sais pas si ça vous parle. Le dossier qui est au Mans, donc il y a un maire adjoint qui apparaît, et la Cour de cassation va désigner la Cour d'appel de Rennes pour instruire le dossier. Alors, en général, c'est des enterrements de première classe. Mais c'est fait pour. Le problème, c'est que à ce moment-là, alors moi, on m'avait mis au divorce. Quand j'étais arrivé à la Cour d'appel de Rennes, j'avais été reçu par le premier président, il m'avait dit « Qu'est-ce qui vous intéresse ?» Parce que vous savez qu'on a plein de fonctions. Je lui dis la chambre d'instruction, on l'appelait la chambre d'accusation, la chambre commerciale, puisque j'avais traité quelques dossiers financiers. Bon. Et il dit « Bien monsieur, je vous mets au divorce. » C'est comme ça, c'est service public. Donc j'ai fait 3 ans de divorce. Et ce dossier arrive à la Cour d'appel de Rennes. Il se trouve que celui qui va instruire le dossier, c'est un président de chambre qui est proche de la retraite. Il ne va pas faire grand-chose, mais il va falloir le remplacer. Et va le remplacer un nouveau président que je connais bien parce que lui aussi, il était au divorce. Et quand il est nommé là, il me fait signe en me demandant « Est-ce que ça vous intéresse ?» J'ai besoin d'un juge d'instruction, puisque j'avais été juge d'instruction, et il lui tombait sur le nez cet énorme dossier, et d'autres d'ailleurs, parce qu'il y a eu d'autres dossiers de financement du Parti socialiste, il y a eu l'affaire Tragère, il y avait aussi l'affaire Michel Redd, d'autres réseaux intermédiaires, parce que tout ce système de financement était vérolé. Évidemment, ça ne concernait pas que la Sarthe, et bien évidemment. Et donc c'est comme ça que je vais récupérer ce dossier et reprendre le travail de Thierry Jean-Pierre. Et là, c'est vrai que je vais pousser le bouchon plus loin. Ce fameux, je crois que c'est le 24 janvier, on est en janvier 82. Je me souviendrai toujours d'ailleurs parce que c'était le premier tour des élections en Algérie. En Algérie, il y a des élections démocratiques une fois. C'était ce jour-là. Il n'y en a pas eu d'autres depuis. Voilà. Alors, pays, je passe du coq à l'âne, mais pays où on a une dictature, on a une vraie dictature depuis au moins cette époque-là, et vous avez une corruption généralisée. Vous avez vu que, je fais une petite digression, mais je vais revenir sur, je vais quand même répondre à votre maman, je ne sais pas, essayer quand même la rassurer, mais petite digression sur l'Algérie, vous avez vu que quand le roi est mort, quand Bouteflika est mort, alors, il n'était pas dans une parfaite santé, on ne le voyait plus. Est-ce qu'il s'est fait soigner en Suisse? On l'a dit, j'en sais rien. Enfin, un jour, il meurt. On ne peut pas faire comme si ce n'était pas le cas. Et c'est un général, je ne sais plus son nom, qui prend le relais. Et là, il va dire, l'Algérie souffre de la corruption, il faut éliminer la corruption. Et c'est vrai que, alors c'est la bouteille à moitié vide, à moitié pleine, il y a un certain nombre de ministres, de proches de Bouteflika,
de membres du pouvoir ancien qui vont se retrouver en prison. Oui. Mais vous savez, c'est comme chez M. Poutine. Hein. Il y a les oligarques amis, et puis il y a ceux qui quittent le navire. Le sort n'est pas tout à fait le même. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'il y en a un certain nombre qui se sont collectivement suicidés, si j'ose dire, depuis quelque temps. Vous voyez que la politique n'est pas loin quand on parle de la corruption dans un certain nombre de pays. Et quand je parle d'un certain nombre de pays, je ne parle plus de nos démocraties, encore que là on en parlait à l'époque, mais je parle de toutes ces dictatures. Vaut mieux être proche du pouvoir, ou mieux encore être au pouvoir, que être de l'autre côté. Donc ce jour-là, eh ben, je ne vais pas m'en rester là, je vais aller plus loin. C'est-à-dire que j'aurais pu, dans ce dossier, j'avais mis en examen les responsables d'Urba, les responsables locaux de la mairie qui avaient conclu les marchés. J'aurais pu m'arrêter là. Oui, mais j'ai 30% des recettes qui vont à la trésorerie nationale du Parti socialiste. Alors, c'est vrai, c'est là il a fallu forcer un peu les choses. C'est vrai qu'à l'époque, jamais un parti politique n'avait été perquisitionné. Jamais. Donc je prends la décision à un moment donné de me rendre au Parti socialiste ce fameux jour où manifestement je n'ai pas conquis le cœur de votre maman. Puisque là je vais plus loin, c'est-à-dire que Jean-Pierre, lui, il est allé chez Urban, on l'a dessaisi. Ben moi j'attends qu'il me dessaisisse parce que d'abord je ne suis pas tout seul, j'appartiens à une chambre d'instruction, on est 3 magistrats, je mène l'instruction, mais bien évidemment les décisions importantes, j'ai l'aval de mes 2 collègues. Bon, sinon, parce que j'engage la chambre. En même temps, ça me protège puisque j'ai 40 ans à l'époque, mais je commence à faire partie des anciens, des étouffeurs de dossiers, etc. Donc, difficile de m'attaquer. Pourtant, je vais l'être. Et je vais l'être nominativement. Alors, je me rends au siège du Parti socialiste. Problème, je ne vais pas y aller tout seul. Il faut que j'emmène des policiers. Problème, ces policiers, ils ont un supérieur qui en réfère au ministre de l'Intérieur. Difficile d'aller avec des policiers et de les informer précisément de la mission qui les attend. Ben oui, alors je vais faire comme M. Poutine avec ses soldats russes. Je vais dire, vous allez délivrer les nazis de l'autre côté et sur place, ils vont se rendre compte que ce n'est pas du tout ce qui les attendait. Bon. Il va falloir régler ce problème. Alors je connais à l'époque le commissaire Ménez, qui est un Breton. Alors je ne sais pas si vous devez connaître quelques Bretons dans la région. Il y en a qui ont la tête dure. C'est son cas. Il est en fin de carrière, donc la haute hiérarchie parisienne, il n'en a pas grand-chose à faire. Il n'en attend pas grand-chose. Donc je vais le voir. Je dis, voilà, monsieur le commissaire, j'ai besoin de 4 policiers pour aller à Paris tel jour. Oui, d'accord, bon, ben, pourquoi faire? Je ne peux pas vous le dire. Oui, mais je suis quand même leur commissaire, non, je ne peux pas vous le dire. Vous connaissez la nature des dossiers que j'instruis. Je ne peux pas vous dire précisément. Et alors, il va accepter de jouer le jeu. J'ai cette chance-là de tomber sur un commissaire qui va me dire, bon, je comprends, je vous mets 4 policiers, vous ne me dites pas, mais vous me prévenez, juste avant de rentrer là où vous allez, que j'ai pas l'air d'un CON, pour rester poli. Bon, oui, pas de problème, je vous promets. Il faut savoir que mon collègue Eric Alphen, je ne sais pas si ça vous parle, les affaires... alors là, on va basculer... Je compare hein, les affaires chiraciennes, parce là on est à une époque où le pouvoir socialiste est en place, à un comportement inacceptable, mais Jacques Chirac, quelques années plus tard,
il fera exactement la même chose dans les affaires de financement de la mairie de Paris. Et il faut savoir que dans ces affaires, mon collègue Eric Alphen va se retrouver dans la même situation que moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va vouloir perquisitionner le domicile, alors moi je n'allais pas au domicile, mais cas de figure analogue, le domicile du maire de Paris. Non pas de Jacques Chirac, puisqu'il était devenu président, il bénéficie de l'immunité, mais du maire de Paris, Jean Tibéri, je ne sais pas si ça vous parle. Oui, ça vous parle? Oui, de ce côté-là, oui, mais là... là, je vois pas beaucoup de... Voilà, bon, Jean Tibéri, il y avait des affaires de faux électeurs, il y avait tout ça. Et en l'occurrence, là, on est dans des affaires de financement. Ben, tenez-vous bien, mon collègue va se présenter avec des policiers au domicile des Tibéri, dans le 5e à Paris. Et il rentre, et juste au moment de sonner à la porte de l'appartement, les policiers qui sont avec lui lui disent on n'y va pas. Au revoir, monsieur le juge. Il se retrouve tout seul et il va faire sa perquisition tout seul. Ils ont reçu des instructions de leur hiérarchie. Le directeur de la police judiciaire, grand patron de la police, 2 jours plus tard, va être félicité par le ministre de l'Intérieur pour son comportement dans cette affaire. Le ministre de l'Intérieur, qui c'est? J'aime bien rappeler les noms parce que, en général, ils ne se souviennent pas. Jean-Louis Debré. Alors, ça parle ici, oui, là ça parle. Là, je ne suis pas sûr. Il a quand même été, par la suite, nommé président du Conseil constitutionnel, hein, Jean-Louis Debré. Il a été magistrat dans sa jeunesse, il l'a oublié. Mais surtout, c'est un fidèle de Jacques Chirac. Il faut protéger la Chiraquie, entre guillemets. On a aussi, d'ailleurs, à l'époque, un garde des Sceaux qui s'appelle Jacques Toubon. Alors, j'en parlais tout à l'heure sur l'appel de Genève. Vous l'avez évoqué, c'est l'aspect, vous verrez comment, là aussi, des comportements que je qualifierais d'indignes. Donc, pour vous dire que j'ai quand même de la chance d'avoir mon commissaire Ménès, parce que les policiers vont m'accompagner. Alors, le matin, on se met un petit peu en route tranquillement. On commence par un bureau d'études concurrent, parce qu'il n'y avait pas que Urba, il y avait un bureau d'études concurrent qui n'avait pas le caractère officiel, il ne reversait pas au siège du Parti socialiste, mais il avait la réputation sulfureuse de partager les commissions avec les élus dans leur coin. Voilà. Donc je fais une perquisition dans ce bureau d'études. On doit démarrer à 9h ou 10h. Alors vous savez, on est assez long quand on fait une perquisition, parce que quand on trouve des documents, il faut les mettre sous scellés avec de la cire, etc. On se déplace avec de la cire, il faut avoir du feu avec soi, il faut bien mettre le cachet sur chaque document qu'on va saisir. La justice a un côté moyenâgeux, hein, ça ne vous a pas échappé. Et on sort à midi. Il doit être 12h30. Et je dis à mes policiers, oui, ça c'était la première chose. Maintenant, il y a une deuxième opération. Ils me suivent, et ça a 200 mètres à peu près. Et là, on se présente devant la porte rue de Solferino, au siège du Parti socialiste. Et là, alors les policiers sont bien gentils et tout, mais ils me disent Monsieur le juge, on est parti à 4h du matin, on pourrait peut-être aller manger quelque chose. Et là, ils vont me sauver la mise, parce que je dis oui, effectivement, donc on va faire une pause déjeuner dans le quartier, et on revient à 2h. Alors, ils me sauvent la mise, parce que là, je ne sais pas ce que votre mère aurait dit, parce qu'à 12h30, il y avait la passation de pouvoir entre Mauroy et Fabius. Chose que j'ignorais totalement, n'ayant pas ma carte au parti. Imaginez ce qu'on m'aurait dit si je m'étais présenté à 12h30, au moment où j'allais appuyer sur la sonnette,
ne sachant pas que derrière la porte, il y avait les petits fours, il y avait la presse et les discours des 2 premiers secrétaires, l'ancien et le nouveau. Donc je viens à 2 heures, et la cérémonie, entre guillemets, est terminée, mais je l'ignore. Vous n'êtes pas obligé de me croire, hein, bon d'accord, mais je fais comme si, je l'ignore. Et je me présente, alors toujours dans ces cas-là, on vous pose la question, l'accueil, bon, vous avez un mandat, écoutez, je suis juge d'instruction, c'est moi qui les délivre, les mandats. Vous voulez que je me délivre un mandat à moi-même? Alors, il faut leur expliquer ce que c'est qu'un juge d'instruction. Alors aujourd'hui, ils savent, hein, les partis pour écouter, ils savent. Ils savent. Et bon, et elle me dit, bon, je vais les prévenir, patientez 5 minutes. Bon. Il s'écoule 7-8 minutes. Alors, je dois vous dire que la patience, ça n'a jamais été mon fort. Donc déjà, attendre 7-8 minutes, au bout d'un moment, ça commence à me chauffer. Les policiers ont repéré l'étage de la trésorerie, parce que nous ne nous intéressons qu'à la trésorerie, et ce n'est qu'une perquisition dans le siège du parti, dans des bureaux. On ne fait pas le domicile, on ne fait pas la résidence secondaire des responsables. Non, on se contente des bureaux du parti, et donc on va filer à la trésorerie. Et puis, alors ça a duré toute l'après-midi, et là, effectivement, je me fais agresser verbalement par toute une nuée de gens là, qui sont dans le parti. Vous n'avez pas le droit, c'est une atteinte à la démocratie, nous sommes élus, les partis, là, vous n'avez aucune légitimité pour le faire. Alors j'essaye de leur dire timidement, j'ai quand même quelques policiers avec moi, ça me rassure. Moi, j'essaye d'appliquer les lois qu'ils votent, eux, sans distinction, parce que pour moi, il n'y a pas de privilège. Mais ce jour-là, je joue gros. Je joue gros, et alors, pour l'anecdote, à un moment donné, il y a une des personnes qui est là, on se fait déjà une bonne heure qu'on est là, alors il y a beaucoup de palabres, de discussions, mais vous n'avez pas le droit, machin. Bon, je finis par dire, écoutez, voilà, on va perquisitionner les bureaux et on le fait. Voilà, et j'ai mes policiers qui se mettent à la tâche. Et à un moment donné, ils me disent, mais il y a un commissaire qui voudrait vous parler. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Vous confirmez? De ce côté de la salle, de l'autre, on ouvre des grands yeux. Ah bon, il n'y avait pas de portable? Ben non, il n'y avait pas de portable. Donc c'est un téléphone fixe. Et on me passe un téléphone fixe, alors qu'il était un peu mobile quand même. Et on me dit, voilà, il y a un commissaire qui voudrait vous parler. Ah bon? Commissaire Ménez au téléphone. Ah oui, oui. Mais il me dit, vous êtes où? Je dis, vous le savez, puisque vous m'appelez au siège du Parti Socialiste. Oui, alors, vous rigolez, mais là, il apprécie très moyennement la manœuvre. Et il me dit, mais vous ne m'avez pas prévenu. Et là, j'ai complètement oublié. Dans le stress qui était le mien avant de rentrer, alors, c'est toujours le problème de l'acte manqué, volontaire, pas volontaire, inconscient, certainement. Mais j'ai complètement oublié de le prévenir, tellement j'étais pris par mon truc. Et je suis très embêté. Et il me dit, voilà, là, je passe vraiment pour un CON. Parce que j'ai reçu un premier coup de fil. Je finissais de déjeuner avec je crois qu'il était ce jour-là avec des hauts gradés de la police à Rennes, et je reçois un coup de fil. Et on me dit, est-ce que c'est vrai que vous avez des policiers qui sont en train de perquisitionner le siège du Parti Socialiste? Il dit non. D'ailleurs, si c'était le cas, je le saurais. Le problème, me dit-il, c'est qu'une heure après, il a un deuxième coup de fil, et là, on lui dit, mais vous êtes vraiment une andouille, parce qu'il y a effectivement, on vous apprend, on vous confirme qu'il y a des policiers qui sont au siège du Parti Socialiste.
Et c'est là, évidemment, qu'il m'appelle. Alors, j'ai quand même expliqué, alors, parce qu'on est resté en bons termes, je crois qu'il a compris. Et puis surtout, ça a dédouané. Alors, vous allez voir, les fausses, la mauvaise foi, non pas des sympathisants ou des membres du parti, mais de ceux qui le dirigeaient à l'époque. Parce que ils vont n'avoir de cesse que de m'agresser. D'abord, j'ai osé perquisitionner le siège du parti. C'est vrai que c'était une première. C'était une première, personne ne l'avait fait jusque-là. Bon, ça va faire bouger les choses, mais surtout, et c'est là ce que je vais expliquer à M. Ménez, au commissaire, je lui dis, écoutez, voilà, il y a le problème des fuites. Parce que quand je suis au parti, quand je me présente au siège du parti, personne n'est au courant. Il n'y a que moi qui suis au courant. Et ma greffière, et encore, je ne sais même pas si je lui ai dit avant exactement où on allait, je ne pense pas. Or, au bout de 2 heures sur place, les gens qui m'agressent verbalement dans le parti me disent, il y a un journaliste à la porte, à la sortie. Et puis, une demi-heure plus tard, il y en a 10. Et le soir, alors là, il y en avait 100, c'était la nuée. Et donc, j'avais quand même un argument. Alors là, je vous dis que ils ont moyennement apprécié. J'aurais dit, écoutez, la fuite, elle ne vient pas de chez moi. Elle vient nécessairement de chez vous. Vous avez dû téléphoner, puisque vous avez le ministre de l'Intérieur, vous avez le ministre de la Justice, vous avez passé des coups de fil. Et vous avez ébruité la chose. Ça ne vient pas de moi. Alors là-dessus, je peux vous dire que ça n'a pas arrangé nos relations. Alors, la seule chose qui a mis un peu de baume, dirais-je, c'est que moi, j'avais terminé à 19h. 19h, j'avais terminé. Et là, ils me disent, sortez pas maintenant. Et pourquoi je ne sortirais pas maintenant? Parce qu'il y a le 20h. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, j'ai terminé. Est-ce que vous acceptez de décaler votre sortie après 20h? Et là, dans un grand moment de faiblesse, je leur dis oui, d'accord. On va se retrouver dans un petit salon. Alors, ils avaient un petit salon. Ça ne marche plus. Ça va revenir. C'est bon, là. Voilà. On va se retrouver, alors je me souviendrai toujours, ils ont un petit salon avec une télévision. Et on va voir le 20h ensemble. Premier titre, le vote en Algérie, dont je vous parlais tout à l'heure, avec les islamistes qui sont très très bien placés. Et deuxième titre, la perquisition au Parti socialiste. Alors là, ils poussent des hurlements, voyez, vous faites des trucs médiatiques, etc. Bon. Et je vais sortir je sais pas, à 9h, 9h30. Effectivement, il y avait une nuée de presse, de médias, etc. Je dois dire aussi que, je reviens un tout petit peu en arrière, c'est que j'avais l'obligation de prévenir le procureur. Alors, les deux procureurs, le procureur général de Rennes, le juge a l'obligation de prévenir quand il sort de son territoire, entre guillemets, ce qui était le cas, et le procureur de Paris, qui doit être informé qu'il y a un juge qui vient de l'extérieur sur son ressort. Alors, vous savez, à un problème, il y a toujours une solution. Un fax à 2h du matin. J'envisage de me présenter à 6h sur le territoire de votre ressort, sans préciser l'endroit précis. La loi ne me l'imposait pas. Donc personne n'était au courant, mais vous voyez un peu toutes les ruses qu'il a fallu prendre pour avoir un effet de surprise. On a trouvé des documents qui concernaient la société Urba, on a eu la confirmation qui touchait 30% la trésorerie nationale, et aussi que Urba opérait
sur tout le territoire national, sur toute la France. Donc ce n'était pas une affaire de la Sarthe. Et pourtant, quand je vais rentrer, je vais demander au procureur général d'instruire sur toute la France, sur tous les faits nouveaux qu'on a découverts. Et c'est là que, rappelez-vous ce que je vous ai dit au tout début, le procureur, il a l'action publique. Le juge d'instruction, lui, il instruit les dossiers qu'on lui donne. Donc quand il découvre des faits nouveaux, qui ne sont pas dans sa saisine initiale, qui n'est pas chargé d'instruire dès le départ, il faut qu'il demande le feu vert du procureur. Et là, je peux vous dire que je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu. Il y a eu d'autres affaires aussi qui me sont vraiment restées en travers de la gorge, plus que celle-là, parce que là, il y avait on parlait de compte offshore, où je me suis heurté à un procureur général qui a refusé. Alors, évidemment, son garde des Sceaux, ça a d'abord été Henri Nallet, pardon pour le Parti socialiste, mais il est socialiste, il ne peut rien, et ensuite Michel Bauzel. Il n'existe quasiment plus le Parti socialiste. Oui, c'est vrai, mais vous savez, oui. Ça, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Et après, vous allez me dire, la justice ne s'est tirée que sur les ambulances. Bon, d'accord. Ce Parti socialiste, 6 mois plus tard, pour en finir avec cette histoire, alors là, ça n'a pas dû plaire à votre maman non plus, je convoque Henri Emmanuelli, qui est le trésorier du parti, pour mise en examen. Même à l'époque, on parlait d'inculpé. Pour inculpation, considérant qu'il était à la manette. C'était lui qui parrainait le système. Puisque Urbain avait une compétence nationale, 30% de ses recettes allaient à la trésorerie nationale. S'il y a un responsable, c'est bien lui. Alors, il a toujours refusé de s'expliquer. Là aussi, c'est un comportement que j'ai rencontré avec d'autres hommes politiques. Autant les chefs d'entreprise, ils s'expliquent, autant les hommes politiques, jamais, ou presque jamais. Ou alors ils vous embarquent sur le voisin. Pourquoi vous intéressez à moi? Intéressez-vous à la droite. Ils en font 10 fois plus. Ben oui, monsieur, bien sûr, je ne demande que ça, mais qui à droite? Vous pouvez m'aider? Ah ben non, mais je ne vais pas faire votre travail. Ben oui, mais moi, si je ne sais pas, qu'est-ce que la justice, ça ne va pas instruire comme ça, urbi et orbi, sans avoir quelque chose. Alors, il y a eu les affaires de la droite qui ont suivi par la suite. Alors, toujours est-il qu'il ne supporte pas cette convocation, qui va fuiter, et il va organiser, je ne sais pas si votre maman y était, un congrès à Bordeaux. Elle n'y était pas? Ah, elle a loupé quelque chose là. Hein. Un congrès du Parti socialiste, où Henri Emmanuelli, qui est président de l'Assemblée nationale, qui est donc convoqué pour inculpation, est accueilli sous l'ovation. C'est une ovation. Il se pose en victime. Et ils vont même expliquer qu'il n'y a pas d'affaire Emmanuelli, il y a une affaire Van Ruymbeck. Je deviens, et j'écoute les infos, et je vois que je suis accusé de tous les maux, etc., parce que j'ai un comportement qui est jugé anormal. Tous les ténors du parti vont s'expliquer. Je me souviens de Laurent Fabius, qui actuellement préside le Conseil constitutionnel, qui a été de ses propres termes. François Mitterrand, on est au mois de juillet, le 14 juillet, François Mitterrand, qui est président de la République, apporte son soutien à Henri Emmanuelli, qui est un honnête homme. Imaginez M. Macron à une situation aujourd'hui. Ça fait frémir personne. Et il dénonce une procédure, somme toute, dit-il, assez bizarre. Vous vous rendez compte? Un président de la République qui est garant de l'indépendance de la justice, tenir ses propos et jeter l'air de rien, l'opprobre, sur une instruction en cours. Eh bien, tenez-vous bien, ça ne fait réagir personne. C'est normal.
vous mesurez à travers cet exemple le changement qu'il y a eu en quoi? On est là en 92, en 2022, en 30 ans. Même pas, en 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les politiques ne peuvent plus tenir une ligne comme celle-là. Alors, ça vous paraît de l'histoire ancienne? Oui, mais c'est celle de vos parents, c'est pas si vieux. Et moi, j'ai vécu cette période, cette transition, où là, effectivement, il a fallu bousculer un peu les choses. Et je vais aller au bout. C'est-à-dire que, eh ben, Henri Emmanuelli, il a beau s'appeler Henri Emmanuelli, être président de l'Assemblée nationale, il va venir s'expliquer dans mon bureau, ici, au Parlement. Alors, il se trouve que mon bureau, je ne sais pas si vous connaissez le Parlement, il est magnifique, il est très beau, il y a les grands couloirs. Moi, j'ai un petit bureau avec un œil de bœuf, un vieux papier sale au mur. Il y a juste la place de s'asseoir et on ne peut pas confronter, on ne peut pas faire mettre plus de 2 personnes là. Et le procureur général, lui, il trouve que c'est pas bien de recevoir M. Emmanuelli dans un bureau aussi minable que celui-là. Donc il me fait savoir, parce qu'à l'époque je ne parle plus, il me fait savoir qu'il est prêt à mettre son bureau à ma disposition pour recevoir dignement le président de l'Assemblée nationale. Je peux vous dire qu'il l'a proposé une fois et pas 2. Alors lui, il avait un bureau somptueux avec des grandes décorations, de l'or un peu là, des trucs dorés partout, enfin magnifique le bureau du procureur général. J'étais allé avant qu'il y ait toutes ces histoires. Quand j'avais été nommé à Rennes, je m'étais présenté, comme c'était l'usage, au procureur général et au premier président. Bon, il y en a un qui me met au divorce et l'autre qui va m'entraver sérieusement. Donc, j'ai coupé toute relation, évidemment, avec lui. Et je reçois donc Henri Emmanuelli dans mon bureau. Et à peine sorti du bureau, il va faire une conférence de presse au Coq Gatby. Je sais pas, ça vous parle, le Coq Gatby? Non, ils ne savent pas. Ils ne savent pas? Il n'existe plus? Presque plus. C'est rue d'Emprunt. C'est un restaurant. Rue d'Emprunt. Et il va faire une conférence de presse avec le maire de Rennes, Edmond Hervé. Votre maire aurait pu y être, l'Internationale socialiste, elle existe. On se serre les coudes. On se serre les coudes. C'est un vrai bras de fer qu'on a eu. Dans ce bras de fer, eh ben, la justice a fini par l'emporter parce que, d'abord, aucun acte de ma procédure n'a été annulé. Donc tout était parfaitement légal, ça aurait pu l'être, puisque les avocats peuvent demander l'annulation des actes illégaux, ou s'il y a un abus de pouvoir, ils peuvent le... Non, rien. Et quant à Henri Emmanuelli, paix à son âme, puisqu'il est mort aujourd'hui, mais il a été condamné par le tribunal, il a fait appel par la cour d'appel, et son pourvoi en cassation a été rejeté. Je pense que cette affaire qui a été très médiatisée, où il y a eu un rapport de force, où le pouvoir politique s'en est pris vivement à la justice, a été un tournant, puisque la justice a eu le dernier mot. Il y a eu, par la suite, je vous ai parlé tout à l'heure des affaires de... Alors, non, pardon, il n'y a pas d'affaire Chirac, hein, pardon, je ne sais pas ce que je voulais dire. Il y a eu des affaires concernant la mairie de Paris qui ne concernaient pas le maire de Paris. Il est devenu président de la République. Alors, mon collègue Éric Alphen, j'en parle dans le livre aussi parce que je trouve que ça vaut son pesant d'or. Alors déjà, je vous ai raconté la perquisition qu'il fait chez les Tibéri, où là, les policiers le lâchent à la dernière minute. Mais lui on va faire beaucoup mieux. Alors à l'époque, je ne sais pas si ça vous parle, le ministre de l'Intérieur s'appelle Charles Pasqua. Ouais, de ce côté-là, on rit, là, Alors, je laisserai vos professeurs vous expliquer qui était Charles Pasqua. Et on va monter... J'ai rien contre les Corses, hein, attention.
J'ai rien contre eux, pas du tout. On va monter un piège. Le piège est le suivant. Complètement loufoque, rocambolesque. Jugez-en vous-même. Eric Halphen a un beau-père. Je crois que c'est un grand médecin. Est-ce qu'il est psychiatre? Je ne sais pas trop. Mais on va l'approcher. Alors quand je dis on, les politiques vont l'approcher. On va lui proposer, des gens du parti, on va lui proposer de l'argent. Alors on parle, je crois, d'1 million de francs à l'époque, pour qu'il calme un peu son gendre. Non, mais c'est ça l'histoire. Et il va se faire interpeller à l'aéroport, en flagrant délit pratiquement, par les policiers, et alors je crois que c'était Schuller qui était un ancien proche de Balkany, hein, c'est ça, Schuller, oui. Enfin, pardon de citer des noms qui n'ont absolument rien à voir avec cette affaire, bien entendu. Schuller va donc... alors, est-ce que c'est lui? Je crois qu'il connaissait, par sa mère, il connaissait le médecin, donc il faut arrêter ce juge-là, parce qu'il est en train d'enquêter sur les HLM de la ville de Paris. Alors, des marchés, j'ose pas dire truqués, parce qu'ils n'étaient pas plus truqués qu'Urbain, et puis aussi les HLM des Hauts-de-Seine. Ah. Oui, les Hauts-de-Seine, je ne vous fais pas un dessin. Mais d'ailleurs, Charles Pasqua, il était dans les Hauts-de-Seine. Dans les Hauts-de-Seine, vous aviez, il y a pas mal d'hommes politiques qui ont fait leur carrière à droite, Nicolas Sarkozy, Balkany, Pasqua et d'autres. Et cet office des HLM était suspecté on suspectait les entreprises, là aussi, de verser un pourcentage. Là, on est sur des espèces, il n'y a pas de bureau d'études. Vous voulez les marchés des ascenseurs, de je ne sais quoi, de rénovation, c'est des marchés importants. Donc mon collègue enquêtait là-dessus. Et là, son beau-père se fait prendre en flagrant délit à l'aéroport. Et on va déstabiliser complètement mon collègue. C'est dur, parce que là, c'est quelque chose de personnel. Voilà, c'est ce qu'on a, c'est tout ce que les politiques impliqués dans ces affaires ont trouvé, c'est-à-dire toujours attaquer le juge et le déstabiliser et passer d'auteur à victime, inverser les rôles. Et avec un certain succès d'ailleurs. Et d'ailleurs, je crois que mon collègue Eric Halphen, il a été obligé de se dessaisir des HLM des Hauts-de-Seine. Parce qu'on a dit, attendez, avec cette histoire de son beau-père, même s'il n'est pas au courant, mais encore qu'on ne sait pas trop, mais même s'il n'est pas au courant, il ne va pas être objectif. Il a perdu sa neutralité, puisque le juge a une obligation de neutralité. Donc, il vaut mieux que ce soit d'autres juges qui s'en occupent. Ah ben, ça a réussi. Alors, l'affaire elle-même du beau-père, elle a été annulée par la Cour de cassation, qui a considéré que c'était un piège, en réalité, qui avait été monté de toutes pièces. Enfin, vous voyez quand même le rôle qu'on fait jouer à la police. Eh oui. C'est quand même, alors on va leur dire, après peut-être qu'on va leur dire, c'est le médecin qui raquette des gens impliqués du parti, etc. Mais vous voyez, cette intervention, moi, ça fait partie des choses qui m'ont choqué et qui continuent à me choquer. Et encore une fois, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est impensable, c'est inconcevable aujourd'hui. Prenez M. Darmanin, imaginez qu'il tente comme ça de piéger le beau-père d'un juge qui a une affaire le concernant ou concernant son parti, ça va se retourner très très vite, personne ne sera dupe. À l'époque, ça fait du bruit, mais ça déstabilise le juge, qui va être touché personnellement, et en tout cas qui va être privé d'une partie de son enquête. Donc voilà pour le climat. Général, je ne sais pas si je continue ou je laisse la parole à la salle, parce que je pourrais parler des heures. Je sais que... Déjà, merci pour vos propos, mais
J'ai qu'une attente, c'est que vous continuiez. Et je sais que ces élèves, ils ont un petit événement dans une petite demi-heure. Ah. C'est vrai, hein? Voilà. Et donc, je ne sais pas dans quelle mesure ils ont envie de vous poser des questions. Alors. Je ne mesure pas vraiment pour les collègues qui sont aussi conviés à cet événement. J'imagine que ça suscite des questions. Pierre. Oui, pardon. J'ai des questions. Quand on a l'affaire, je suis toujours surpris, vous avez parlé des fuites, je suis toujours surpris des informations que l'on a, y compris des informations confidentielles venant du bureau du juge, voire des notes, voire des notes d'instruction, un certain nombre de choses comme ça. Je suis toujours surpris de la précision de certaines fuites. Oui. Que ce soit des affaires financières criminelles ou autres. Oui, oui, j'entends bien ce que vous me dites. Je vois tout à fait où vous voulez en venir. Mais votre question est légitime, mais j'ai envie de vous poser une question en tant que citoyen. Au hasard, l'affaire Fillon. Au hasard, l'affaire Cahuzac. Un juge d'instruction est saisi. La presse ne parle que de ça. Un juge d'instruction est saisi. L'instruction va durer un certain temps. 1 an, 2 ans, 3 ans. Est-ce que vous accepteriez, vous, citoyen, l'idée qu'on ne puisse plus en parler pendant toute la durée de l'instruction, qu'il n'y ait absolument aucune fuite, qu'on ne sache plus rien? Est-ce que vous l'acceptez? Oui? Je ne sais pas. Alors, les jeunes, là, vous accepteriez? Non. Ah ben j'ai les jeunes avec moi, vous voyez. Alors, je vais vous dire, il y a un pays, enfin, il y en a plusieurs, mais chez M. Poutine, il n'y a pas de fuite de l'instruction. Il n'y a aucune fuite. Mais, vous me posez une question, je vous réponds. Alors, pourquoi? Mais parce que vous avez je vais élargir et puis je vais argumenter, ou faire semblant d'argumenter, je ne sais pas si j'arriverai à vous convaincre. Il y a une liberté de la presse en France. Si on suit votre raisonnement, c'est-à-dire qu'on considère que l'instruction est secrète, et elle est secrète. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un grand démocrate qui a mis en place la procédure pénale, il s'appelle Napoléon. Alors je peux vous dire que sous Napoléon, il n'y avait pas de fuite. D'ailleurs, il n'y a pas de juge qui enquêtait sur ces affaires, hein, ou sur des hommes politiques, quels qu'ils soient. Il y avait un secret total. D'ailleurs, il n'y avait pas d'avocat. Il n'y avait pas d'accès au dossier. Jusqu'en 1897, le juge était le seul détenteur du dossier. Si j'avais été juge d'instruction en 1896, je peux vous garantir qu'il n'y aurait eu aucune fuite, parce que sinon vous auriez été le premier à dire « ça vient de vous », évidemment, puisque j'étais le seul détenteur. Tout ça a beaucoup changé, heureusement d'ailleurs. D'abord, les journalistes qui publient des informations, ils sont aujourd'hui protégés par le secret des sources. Ils ne l'ont pas toujours été, c'est une loi récente, je crois que c'est sous Hollande que ça a été adopté. Et heureusement, parce que les journalistes, ils ont des informations, mais pas que dans le domaine judiciaire, dans d'autres domaines, qui peuvent éclairer le citoyen et qui peuvent nous intéresser tous, et que justement on ne voudra pas leur donner. Donc il y a cette liberté de la presse. Deuxièmement, le dossier. Moi, je distinguerais 2 stades. Le premier stade, c'est le stade de l'enquête proprement dite. C'est-à-dire que
personne n'a encore accès au dossier, la personne n'est pas mise en examen. C'est-à-dire que le juge et les enquêteurs vont programmer des perquisitions, etc. Personnellement, je n'ai jamais eu de fuite à ce stade. Jamais. D'ailleurs, je ne l'aurais pas accepté parce que ça m'aurait fichu mon dossier en l'air. Mes investigations en l'air. Bon. Mais lorsque la personne poursuivie est mise en examen, homme politique ou pas, disons dans un dossier médiatique, une personne médiatisée est mise en examen, immédiatement, son avocat a une copie du dossier. Le procureur a une copie du dossier. La victime, s'il y a une victime, la partie civile, les associations anticorruption ont des avocats, ils ont la copie des PV. Donc, ce secret de l'instruction, entre le secret des sources du journaliste et alors en plus on fait des CD maintenant, hein, c'est-à-dire qu'avant il fallait demander la copie et tout, maintenant tout est en instantané. Le parquet d'ailleurs, le procureur a même accès en direct sur votre écran, hein, il suffit de lui ouvrir les droits, il a accès, donc même pendant que vous interrogez, il va voir. En tout cas il va voir quand, non pardon, il va voir quand le PV est terminé. Hein, quand c'est, parce que c'est numérisé, et à partir de ce moment-là, on délivre des copies. Donc, moi, ce que je disais à ma greffière, parce que j'ai passé mon temps à instruire des dossiers qui étaient médiatiques, oui, et qui se retrouvaient dans la presse, mais d'ailleurs, ils étaient même souvent dans la presse avant Cahuzac, quand j'hérite du dossier Cahuzac, toute la presse en parle. Donc, qu'est-ce que vous voulez empêcher la presse? Vous ne pouvez pas la museler. Oui, M. Poutine, il peut, lui. Ah oui, mais bien sûr, mais c'est les dictatures. C'est pour vous dire que le secret, il faut savoir que le secret de l'enquête et de l'instruction qui est conçu au départ, c'est fait pour protéger l'enquête, pour protéger l'instruction, pour protéger la justice. Il n'y a aucune transparence et ce n'est pas du tout pour la présomption d'innocence. C'est devenu par la suite la présomption d'innocence. Très bien. Mais la présomption d'innocence, quelqu'un est mis en examen. C'est pas pour ça qu'il est coupable. Il n'est pas coupable. Alors, il y a des fuites qui vont avoir lieu. Alors, le parquet, il en réfère à sa hiérarchie, le procureur, ça va jusqu'au ministère de la Justice. Pensez bien que des sources, il y en a. Les policiers, ils ont un commissaire, il a connaissance des procès-verbaux, il en informe sa hiérarchie policière, le ministre de l'Intérieur, le cabinet, etc., quand c'est très sensible. Donc, je veux dire, la liste des personnes qui ont connaissance du dossier d'instruction, elle est longue. Donc, vous savez, alors, pour répondre à votre question, je suis allé un jour à Rio. Vous savez, il y a eu l'opération Lava Jato, là-bas, une opération main propre, avec un juge d'ailleurs qui est devenu ministre de Bolsonaro. C'est quand même très très moyen ce type de parcours. Mais moi, j'ai eu affaire là-bas. Quand je suis allé là-bas, j'avais une affaire que je peux pas évoquer, mais une affaire qui mettait en cause des faits de corruption sur les deux pays. Bon, donc on a travaillé ensemble, et un jour, je suis allé là-bas, et ils ont programmé des perquisitions chez des personnalités. Bon, alors, là-bas, les procureurs sont totalement indépendants, et ils sont allés extrêmement loin. Vous avez vu qu'ils ont même mis Lula. Lula a été mis en prison et par la suite d'ailleurs relâché parce qu'il n'y avait pas d'éléments, pas de preuves. Donc il hurle aujourd'hui en disant présomption d'innocence, etc. C'est vrai que c'est compliqué. Mais je me souviens être allé en perquisition, alors à 6 h du matin. Alors déjà, je n'aime pas me lever, ils m'ont fait lever à 3-4 heures. Il y avait une réunion avec toute la police. Ils avaient programmé 6 ou 7 perquisitions sur 7 endroits, et ils avaient même un PC, vous voyez, qui était au courant, en relation avec les 7 cibles, entre guillemets, pour savoir en temps réel ce qui se passait, ce qu'on trouvait, etc. Donc, très impressionnant comme organisation. Et je me souviens d'ailleurs d'être allé, moi j'allais dans la villa d'un des principales personnes impliquées, et je vous assure, alors ça je l'ai jamais vu, j'arrive, toute la presse est là. Et je vois un journaliste français qui me dit « Monsieur le juge, comment allez-vous » La perquisition n'est même pas commencée.
Je suis choqué. Très bien, merci. Bon, je suis poli, mais ça s'arrête là, bien évidemment. Et on rentre dans la villa, toutes les caméras sont à l'extérieur. Alors moi, j'ai connu la situation où les caméras, au Parti Socialiste, les caméras étaient à la sortie, mais pas à l'arrivée. Et puis, on termine vers 10h, par là, et à 11h, le procureur dit, il y a une conférence de presse. Ah. Est-ce que vous acceptez d'assister à la conférence de presse? Alors moi, assister à une conférence de presse, ça, j'ai jamais fait. Donner une conférence de presse, encore moins. Je suis dans un territoire qui n'est pas le mien. Après tout, je vais être là, je vais voir ce qui se passe. Et puis si on me donne la parole, je dirais simplement que la coopération avec les autorités brésiliennes est excellente. Point barre. Et je vais assister à un rapport, là devant... Alors il y a toutes les caméras, tout le monde est à égalité, ce n'est pas des tuyaux de l'un ou de l'autre et tout. Ils sont là. Et le policier va faire un rapport sur les perquisitions du matin. Et le procureur va ensuite prendre la parole pour faire ses commentaires. J'ai même vu une question, à un moment donné, d'un journaliste de télévision disant « Oui, vous pensez que, mais vous ne pensez pas qu'effectivement, il y a tel élément, mais qu'à l'inverse, on pourrait penser que... » Oui, oui, bien sûr, répond-il, il y a effectivement... Voilà. Ça m'a choqué, parce que ce n'est pas dans ma culture. Mais en y réfléchissant, je me suis dit, à partir du moment où la perquisition est faite, les éléments sont là. Au moins, c'est transparent. Parce que vous allez lire un article dans un journal, parce qu'un journaliste va avoir un tuyau, parce qu'il est bien avec l'avocat ou le procureur, je ne sais pas qui, ou le policier. Bon. Et il va sortir des éléments d'information. Mais parce qu'il a le tuyau. Là, au moins, c'est transparent. Moi, je pense, pour avoir traité pas mal de dossiers médiatiques, je pense qu'on ne peut pas, c'est pas possible, on ne tient pas. Parce qu'il y a une pression qui n'est pas seulement la pression des médias, mais c'est la pression des gens qui veulent savoir ce qui se passe. François Fillon, Cahuzac, ils veulent savoir. Et d'ailleurs, quand Cahuzac, parce que Cahuzac a vénié, rappelez-vous, il a vénié devant l'Assemblée nationale, un mois plus tard, dans mon bureau avec mon collègue, il va reconnaître les faits. Est-ce que vous pensez... Oui, parce que je vous ai raconté que les finances avaient fait une demande en Suisse. Nous, on a fait une demande en bonne et due forme, et on connaît un peu la musique, et si on veut vraiment avoir des éléments, on va les avoir, et on les a eus. Et juste avant qu'on les ait, Cahuzac va dire « Ah bah finalement, j'ai des déclarations à faire », donc il a fait ses déclarations, il a reconnu les faits. Bon, il va gérer lui-même la communication, puisqu'il prend les devants. Mais est-ce que vous pensez, 5 minutes, que s'il ne communique pas, que ça ne va pas fuiter? Ça va fuiter. Est-ce que vous accepteriez, c'est votre ministre du Budget, d'attendre 3 ans avant de savoir qu'il a reconnu les faits devant la justice, alors que la version officielle, c'est la version devant tout le Parlement en disant « je n'ai pas de compte ». Est-ce que vous l'accepteriez? Là, je m'adresse aux jeunes. Non, voilà, bon, j'assure mes arrières. Non, secret de l'instruction, on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas. Et moi, j'en étais à me dire, je sais que ça fuitera dans tel dossier, pourvu que ça ne fuite pas demain, parce que demain, on va me tomber dessus. Si ça fuite dans 15 jours, dans 2 mois, dans 3 mois, ça va, je suis couvert, entre guillemets. Oui, je crois que vous avez un événement après. J'avais juste une question peut-être un peu plus personnelle. Vous avez évoqué le cas d'un ministre du Travail qui s'était un peu noyé, à peu près quelques centimètres d'eau. 60 cm, hein, c'est pas 5 mm, c'est 60 cm. Bon, voilà. Ah, ça y est, marche plus. Ça y est. La question, c'est est-ce qu'au cours de votre carrière, par rapport au dossier que vous avez eu l'occasion de travailler,
vous êtes senti personnellement en danger, physiquement ou autre, menacé dans votre vie de tous les jours? Oui, plusieurs fois. Notamment ici à Rennes, où la police avait été informée qu'il y avait les 3 mafieux qui avaient prévu de me descendre en allant à mon travail, et les policiers m'avaient dit faites attention. Donc j'ai eu, pendant 3 semaines, j'ai eu des gardes du corps. Alors j'ai horreur de ça. Hein. Si je peux pas aller voir mes copines tranquillement sans que tout le monde le sache, c'est vraiment pas la peine. Donc j'ai mis fin assez rapidement. Et d'ailleurs, quand j'ai mis fin, parce qu'après ça s'est un peu dégonflé, c'était plutôt de l'intox que je pensais au départ d'ailleurs, mais bon. En même temps, oui, j'étais surveillé dans mes faits et gestes, puisqu'on m'accompagnait tout le temps. Le ministre de l'Intérieur s'appelait Charles Pasqua à l'époque. Hein. Je vous rappelle pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. Voilà, non, je crois honnêtement qu'en France, c'est vrai qu'il y a eu 2 juges assassinés, mais c'est dans des affaires de trafic de drogue, de mafieux, que ce soit le juge Michel ou le juge Renaud qui était à Lyon, c'est plus ancien, qui lui fréquentait les boîtes de nuit, qui connaissait un peu le milieu, tout ça. Bon, c'est un peu particulier, je dirais, bon, j'en jette pas l'opprobre, hein, ils ont été assassinés, c'est un scandale, mais dans les affaires financières telles que celles que j'ai traitées, je pense que il faut se méfier des tentatives de manipulation et de déstabilisation que j'ai connues aussi avec, vous l'avez évoqué tout à l'heure, avec l'affaire Clearstream. Oui, c'est plutôt ça. De même que je dirais qu'à une époque, les politiques étouffaient les dossiers. Aujourd'hui, c'est plus subtil que ça. On va essayer de faire en sorte que le juge qui récupère le dossier ne soit pas un juge trop curieux. C'est ce qu'on peut imaginer, en tout cas. Ou en tout cas, si c'est quelqu'un de l'opposition, c'est ce que disent ceux de l'opposition quand ils sont dans le collimateur. Ah oui, on a choisi effectivement un juge un peu accrocheur de façon volontaire. Voilà, on est plus dans des histoires de manipulation, et on peut aussi être manipulé par l'information qui est donnée. Quand Mediapart sort l'affaire Cahuzac, bien, c'est vrai ou c'est faux, on n'en sait rien. Donc la justice va être saisie, mais elle n'en sait pas plus que vous. Et c'est le travail, justement, c'est toujours comme ça que j'ai conçu les choses, c'est-à-dire que courageux mais pas téméraire, c'est-à-dire, oula, c'est vrai, c'est pas vrai, moi j'ai des moyens de vérifier, je ne vais pas me contenter de ce que dit la presse, je ne suis pas marié avec la presse, je vais vérifier par mes propres moyens si ça tient ou si ça ne tient pas. Et je vais éviter de causer des dégâts, tant que je n'ai pas de certitude. Et c'est ça le travail de l'instruction. C'est un travail qui doit être le plus objectif possible, et il faut surtout écouter ce que vous disent les gens, y compris les personnes que vous avez dans le collimateur, y compris les personnes qui sont poursuivies. Ils peuvent l'être à tort. Il y a des erreurs judiciaires, ça existe. Donc c'est ce travail un peu je dirais, de rationalité et d'intuition aussi, parce qu'il faut aussi quelques intuitions pour avoir pour avoir une stratégie d'enquête. Évidemment, il faut émettre des hypothèses, mais il faut toujours se dire, attention, mon hypothèse est peut-être bonne, elle n'est peut-être pas la bonne. Vous avez parlé de l'affaire Dickinson tout à l'heure de Plaine Fougère, où on a testé 3000 personnes et on a fini par trouver le bon. Bon, j'ai envie de vous dire, on a testé à tort 2999 personnes. Mais si on n'avait pas testé les 2999, on n'aurait pas trouvé le 3000e. Et encore, c'est un miracle qu'on ait eu le bon, le 3000e. Bonjour. Bonjour. Il y a plusieurs des endroits que vous écoutez nous raconter votre parcours, votre histoire. Moi, je suis totalement extérieur ici. Voilà, je me suis pas fait en téléphone tout le passé. J'ai écouté il y a quelques heures dans l'après-midi, je suis venu vous voir, savoir vous raconter tout ça. Il y a juste une chose, est-ce que vous pouvez m'expliquer, pas dans les détails, mais moi, il y a une affaire, donc l'affaire Balladio, pour ne pas la citer. Donc c'est pareil, c'est un ministre qui a été accusé de fonds pour le financement de sa campagne.
Et en tant que citoyen, je me pose la question comment et pourquoi une affaire peut durer entre l'instruction et le jugement, peut durer jusqu'à 25 ans, pour pouvoir avoir dans 25 ans une relaxe du mise en accusé. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'il faut attendre 25 ans pour pouvoir avoir un jugement qui a été rendu sur ce cas-là? Et puis on pourra parler d'autres affaires plus récentes aussi, mais c'est une des questions que je comprends. Il y a tant d'autres qu'il faut lui poser. Alors, deux précisions pour répondre à votre question. Cette affaire, c'est l'affaire Karachi. On est dans des histoires de commission qui datent de 95. On est à l'époque de la campagne présidentielle de 95. Cette affaire va être décelée assez rapidement, en tout cas suspectée par Jacques Chirac, qui est président, et qui a vu Balladur, son concurrent, se présenter contre lui. Bon, je peux vous le dire parce que c'est jugé, ça a été dit publiquement et redit publiquement. Il a mis fin au versement des commissions en 96. Quand est-ce que la justice a été saisie et informée? Ah voilà. Nous y voilà. Moi, j'ai été saisi de ce dossier en 2010. Donc, je veux bien assumer la lenteur de la justice, l'archéologie judiciaire, mais ces 15 ans-là, je ne les assume pas. D'aucuns, d'ailleurs, se sont étonnés que la justice n'ait pas été informée dès le départ. On parle quand même de commissions extrêmement importantes, voire de rétrocommissions. Donc j'ai instruit, je vais vous dire, j'ai instruit 2010-2014, 4 ans. 4 ans pour aller chercher des comptes en Irlande, en Suisse, au Liechtenstein, avec des offshore, on n'a pas parlé du sujet. Vous ne pouvez pas faire mieux. Enfin, moi, je ne peux pas. Mon petit cerveau ne peut pas, à un moment donné. Et on a reconstitué toute une histoire. Monsieur Balladur, je n'ai pas instruit l'aspect des ministres parce que les ministres et premiers ministres relèvent de la Cour de justice. Ils ne peuvent pas être visés par l'instruction. Moi, je me suis intéressé à l'intermédiaire, M. Takedine pour ne pas le citer, et puis tous ceux qui avaient... la plupart ont été condamnés par le tribunal. Donc, alors, est-ce que c'est définitif? C'est peut-être pas complètement définitif, c'est peut-être en appel, ils sont présumés innocents. Mais voilà, donc, il y a eu, alors il s'est écoulé 4 ans, il faut que vous sachiez aussi qu'une fois que j'ai terminé le dossier en 2014, vous allez me dire pourquoi c'est jugé en 2020 ou 2019. Parce qu'il y a eu des recours qui ont été exercés par les avocats et que ça a pris 5 ans. C'est-à-dire que ça a pris autant de temps que l'instruction elle-même. Moi, j'assume ma part, je l'assume, je n'ai pas de problème, 4 ans. Voilà, mais voilà comment une affaire 95 est jugée en 2022. Moi, j'ai une question par rapport au juge qui est devenu juge ou qui sont juges actuellement. Vous nous avez bien expliqué qu'il y a un certain nombre d'années, on pouvait plus ou moins étouffer des affaires et qu'aujourd'hui ça avait changé et qu'on ne lisait plus. Parce que moi, je me demande, c'est du coup, finalement, étouffer des affaires, ça peut protéger les juges. Et je me demande comment les juges aujourd'hui qui instruisent des affaires comme celle dont vous parlez sont protégés. Ils sont protégés, c'est-à-dire des retombées médiatiques. Ah ben ça, les retombées médiatiques, vous n'y pouvez rien. On vit dans un monde médiatique et personne ne contrôle les médias. Personne. Donc, ces affaires, d'ailleurs, sont souvent médiatisées avant même que le juge intervienne. Donc, il faut faire avec. Peut-être pour préciser, je ne sais pas si c'est le sens de la question de Manuel, mais est-ce que dans la formation des magistrats, ce sont des éléments qui ont été intégrés? À la mienne, non.
Aujourd'hui, il y a 2 ou 3 jours de formation aux médias, alors notamment pour les procureurs, puisque les procureurs, alors pour répondre à la question de tout à l'heure sur le secret de l'instruction, les procureurs sont tenus au secret, mais vous avez vu comme ils s'expriment en long en large. Hein. Il y a un sujet, parce qu'ils ont le droit de faire des communiqués. Il y a un décret qui dit exactement le contraire de la loi. Dans les affaires de terrorisme, le procureur de Paris s'est exprimé. Et le secret de l'instruction et de l'enquête, il existe. Là encore, est-ce que vous auriez accepté, vous citoyens, qu'à partir du moment où il y a une enquête, et il y a un secret de l'enquête et une instruction, on ne parle plus des attentats terroristes parisiens? Et pourtant, c'est couvert par le secret. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y en a assez de ce secret, ça ne tient pas la route. Mais voilà, donc la médiatisation, elle existe, on vit dans une société donnée, on prend des risques, évidemment. Alors, il y a aussi le fait que le juge doit rester neutre quelque part, c'est-à-dire que moi j'ai toujours défendu le principe d'égalité devant la loi, mais il ne doit pas en faire plus non plus, parce que c'est une personnalité. Il doit toujours peser les choses et faire avec toujours, moi ce que je me suis toujours dit, ok, il est ministre, et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est un citoyen comme un autre. Voilà, c'est ça qui a quand même complètement changé. Mais Robert Boulin, dans sa lettre, il m'accuse de vouloir faire un carton sur un ministre, parce qu'il ne comprend pas qu'un juge puisse s'intéresser à ses affaires. C'est impensable à l'époque. Donc on retourne, c'est le juge qui sort de son rôle. Voilà. Et je pense qu'il en est intimement convaincu. C'est sans doute une des raisons de son suicide dans 5 mm d'eau, vous avez dit tout à l'heure. Une dernière question peut-être. Ouais. Moi, ce que je voulais vous demander, c'était juste par rapport à différentes affaires assez récentes. Donc celle notamment qui ont lieu sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. En fait, il y en a eu, à ma connaissance, il y en a eu beaucoup. Je ne sais pas si c'est le quinquennat où il y en a eu le plus, mais j'ai entendu une fois que c'était le cas. Et moi, ce que je me demandais, c'était pourquoi est-ce que l'immunité parlementaire protège autant, en quelque sorte? Parce que par exemple, M. Darmanin, il a quand même reconnu les faits sexuels pour lesquels il a été accusé. Et moi, par exemple, je me demande pourquoi est-ce qu'il n'a pas été démis de ses fonctions, par exemple. Voilà, c'est pareil pour M. Colère. Donc, on a quand même beaucoup d'essais avérés de la culpabilité. Et moi, je me demande de poser cette question. Alors, en ce qui concerne M. Darmanin, bon, moi, ces affaires, je ne les connais pas, hein, je ne les ai pas traitées. Hein, je suis à la retraite depuis 2 ans. Hein, ouf. Mais je crois que c'est contesté, il conteste les faits, et puis il doit aussi y avoir un problème de prescription, tant que je sache, non? Non? Ou les faits, ou la justice. Vous savez, c'est comme toutes ces affaires d'inceste dont on parle aujourd'hui, il y a toujours un problème de preuve qui se pose. Vous voyez, un viol, il n'y a que 2 personnes, c'est une parole contre l'autre. Donc, est-ce que c'est suffisant? Après, moi, je ne sais pas, je ne connais pas ce dossier. Mais s'il y a... Je ne pense pas qu'il y ait une volonté d'étouffer de la justice. Il y a simplement, au droit pénal, on doit apporter la preuve de la culpabilité de la personne. Attention, le doute bénéficie à la personne. Et c'est normal. Demain, vous avez une jeune étudiante qui va vous accuser de l'avoir agressée sexuellement, vous allez dire c'est pas vrai. Il y a 2 paroles, et alors, est-ce qu'on doit plus la croire elle que vous? Moi, si j'ai un doute, je ne poursuis pas. C'est compliqué, hein, ces affaires de mœurs. Quant à l'affaire Colère, je ne connais pas. Je suis incapable de vous dire. Je ne sais pas qui est saisi de ça, ni comment. C'était pas la dernière question. Je voudrais ramener par rapport à vos étudiants.
Demain, j'espère qu'ils auront des postes les plus élevés possibles dans leur travail, dans leur fonction. Quelle conduite vous leur diriez de tenir s'ils se rendent compte que malheureusement, ils sont au centre de quelque chose de malversation? Bah, ne pas y mettre les mains dans le cambouis. Hein. Et alors, moi, je me souviens de discussions que j'ai eues avec des collègues en disant, parce qu'on poursuivait le haut responsable pour des faits de corruption, et en dessous, il y a des gens qui ont vu des choses, est-ce qu'on va aussi les poursuivre? Je me souviens de la réflexion d'un de mes collègues qui me disait, faut pas demander aux collaborateurs d'un patron d'être des héros, parce que s'ils dénoncent quelque chose, ils vont être virés. C'est tout le problème aujourd'hui des lanceurs d'alerte, qui se voient des choses, et alors, après c'est une question d'éthique personnelle. Moi j'ai envie de vous dire, si vous voyez commettre une infraction, bah, faites-le savoir. Il y a des moyens de le faire savoir. Maintenant, soyez courageux jusqu'au bout. C'est-à-dire que si votre patron apprend qu'un jour vous l'avez dénoncé, il ne vous fera pas de cadeau, vous perdrez votre place. Ceci dit, si on vous demande, il y a le fait de savoir qu'il se passe des choses qui ne sont pas normales, mais à ce moment-là, moi j'en parlerai autour de moi, autour de mes supérieurs directs, vous voyez. Mais il y a aussi le fait, on peut aussi vous demander de participer à quelque chose d'illégal. Et là, il faut refuser. Et si on vous donne une instruction, donnez-moi une instruction écrite. Je veux une instruction écrite. Vous me demandez de faire ça, donnez-moi l'instruction écrite. Vous ne l'aurez jamais, votre instruction écrite. Alors après, vous ferez peut-être une croix sur votre carrière, j'en sais rien, mais le problème, c'est le même pour les juges. Hein. Quand on a commencé à s'intéresser à certaines choses, oh là, tu vas voir, tu n'auras pas d'avancement, tu n'auras pas de ci, tu n'auras pas de ça, tu fais une croix sur ta carrière. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut aussi faire ses choix. C'est important de conserver son éthique. Voilà. Refuser de participer à quelque chose que vous ne voulez pas faire, c'est clair, et faire savoir s'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas normales. Alors, je sais que vous avez aussi l'obligation de loyauté vis-à-vis de votre supérieur hiérarchique. C'est compliqué, hein, ces affaires-là, c'est très compliqué. Moi, en tant que juge, évidemment, je vais vous dire dénoncer, bien sûr, mais c'est facile pour moi de vous dire ça. Hein, je ne suis pas à votre place, mais en tout cas, moi, je n'aurais jamais transigé sur des questions de principe et des questions d'honnêteté. Vous avez des valeurs. Et si vous résistez, vous verrez bien qu'à l'étage au-dessus, ils arrêteront. Oui. Je suis totalement d'accord. Bien, écoutez, Merci.